Je suis Jacques Letreut, je suis à l'hôpital européen et cette fois-ci, je suis modérateur de mon ami Pierre Fournel qui est à Saint-Étienne et il va nous faire une synthèse des nouvelles thérapeutiques en oncologie. Alors, il faut rappeler quand même que dans ces interventions, pour les questions, et il faut, si ça vous embête pas, vous lever, venir au micro, bien parler de telle sorte que l'on puisse vous entendre contre le micro en déclinant votre, non pas votre identité si vous voulez, ou votre activité, parce que ça nous intéresse, les deux nous intéressent pour savoir à qui on parle. Voilà. Pierre, merci à toi. Merci Jacques. Donc moi c'est Pierre Fournel, je suis pneumo-oncologue au CHU de Saint-Étienne et il s'agit d'un atelier, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à nous interrompre si vous avez des questions à poser. Nouvelles thérapeutiques en oncologie thoracique, c'est un sujet qui est extrêmement vaste parce que les nouvelles thérapeutiques, il en arrive maintenant tous les ans. Et si on prend par exemple le congrès de l'ESMO qui s'est tenu à Madrid il y a quelques mois, il y avait sur les 3 sessions présidentielles, il y en avait 2 qui étaient pratiquement consacrées qu'au cancer du poumon, avec des nouvelles classes thérapeutiques ou des nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc c'est très difficile de balayer la totalité des nouvelles thérapeutiques. Voici mes liens d'intérêt. J'ai divisé l'exposé en 5 parties. Une première partie, alors 5 parties qui, avec des données qui sont susceptibles de changer nos pratiques très maintenant, ou qui les ont déjà changées, ou qui sont susceptibles de les changer dans les mois ou l'année qui vient. On va bien sûr focaliser sur les cancers bronchiques non à petites cellules. On dira quelques mots de ce qui se passe dans les cancers à petites cellules. La première partie sera consacrée essentiellement au cancer de stade précoce, donc jusqu'au stade 3, résécable, avec toutes les modifications liées à l'arrivée de l'immunothérapie. On dira quelques mots des stades 3 localement avancés non résécables. On fera un focus important sur les stades 4 avec addiction oncogénique et en particulier mutation EGFR parce que là aussi les choses évoluent assez profondément actuellement. On dira quelques mots des stades 4 sans addiction oncogénique et puis des cancers à petites cellules. Cette diapositive, juste pour illustrer l'évolution des thérapeutiques dans les cancers bronchiques non à petites cellules depuis maintenant 40 ans, les années 80, où on se posait la question à l'époque de savoir s'il y avait un intérêt à faire de la chimiothérapie dans des cancers du poumon, chimiothérapie à base de platine. 2000, c'est l'arrivée de la seconde ligne. Il a quand même fallu 20 ans entre la première et la seconde ligne. Et puis, on voit que depuis les années 2010, on a une accélération des nouvelles classes thérapeutiques. Bien sûr, les thérapeutiques ciblées, notamment chez les patients présentant une addiction oncogénique. Puis, à partir de 2014-2015, l'arrivée de l'immunothérapie, d'abord dans les stades 4, puis dans les stades 3, puis maintenant dans les stades plus précoces. Et depuis 2-3 ans, deux nouvelles classes thérapeutiques parlent de façon assez importante. Les anticorps conjugués, on verra qu'il y a des exemples dans les cancers du poumon. Les anticorps bispécifiques, c'est des molécules qui n'ont pas encore d'AMM, mais qui sont susceptibles d'arriver très rapidement. En ce qui concerne les cancers bronchiques dits résécables, c'est-à-dire les stades 1 à 3, la grosse difficulté, vous le savez, pour les stades 3 en particulier et les patients N2, c'est de déterminer la résécabilité de la maladie, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir une résection de type R0, une résection complète. Il n'y a pas de consensus international, mais même national, sur les critères de résécabilité, et vous le savez que c'est un motif de discussion important lors de nos RCP entre chirurgiens, radiothérapeutes, radiologues, pneumologues, oncologues, etc. Lors du dernier congrès à Singapour sur le WCLC, l'EORTC a fait une espèce d'enquête sur un certain nombre d'équipes et d'experts pour essayer de savoir, parmi en particulier ces patients N2, quels sont ceux qui étaient vraiment résécables, ceux qui ne le sont pas du tout et ceux pour lesquels finalement la question reste posée. Donc vous avez sur ce tableau la transcription de ce qui a été dit.
Pour la plupart des experts, les N2 unistations restent des patients résécables, sauf lorsque la tumeur est importante de type T4. Dès qu'on s'adresse à des multistations, c'est-à-dire à partir d'au moins 2 stations envahies, eh bien, la résécabilité est moins évidente et il n'y a pas de consensus. Et par contre, dès qu'on est sur des N2 bulky, c'est-à-dire des gros ganglions médiastinaux, là, clairement, tout le monde est d'accord pour dire que le patient n'est pas résécable. Et puis, bien sûr, les patients N3 font partie des patients non résécables. Mais on voit qu'actuellement, il n'y a toujours pas de consensus précis sur la résécabilité d'un cancer du poumon de stade 3. Là, je vous ai mis simplement qu'il ne faut pas oublier que sur ces patients potentiellement résécables, il est important de faire un staging ganglionnaire médiastinal préopératoire et qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de faire un staging reste l'écho-endoscopie bronchique, éventuellement associée à l'écho-endoscopie œsophagienne pour certaines situations ganglionnaires. Là, je vous ai mis ce qui est marqué dans le référentiel AURA 2003. La nouvelle version 2024 devrait arriver au mois de mars, mais il n'y a pas de grande modification sur le staging. Un élément important quand même qui est apparu ces derniers temps, vous savez que jusqu'à présent, lorsqu'une écho-endoscopie bronchique faite, par exemple, lorsqu'il y a des fixations ganglionnaires au PET scan était négative, la proposition, c'était de faire une médiastinoscopie, en sachant que la médiastinoscopie ne permet pas d'explorer toutes les localisations ganglionnaires. Et il y a une étude belge et néerlandaise qui est parue récemment, qui montre clairement que si l'écho-endoscopie est bien faite, avec à chaque fois des ponctions qui ramènent un tissu ganglionnaire et qu'elle est négative, le fait de faire une médiastinoscopie n'apporte rien. Donc, on peut se passer de la médiastinoscopie lorsque l'écho-endoscopie bien faite, avec des prélèvements qui sont contributifs, ne montre pas d'atteinte ganglionnaire médiastinale, alors qu'il y a une suspicion d'atteinte ganglionnaire sur l'imagerie. Alors, la discussion adjuvant, néo-adjuvant sur les patients résécables, vous verrez probablement que maintenant, elle perd de l'intérêt, mais il est intéressant quand même de rappeler que c'est une discussion que l'on a depuis très longtemps. Il y a des arguments pour l'adjuvant, il y a des arguments pour le néo-adjuvant. L'intérêt du néo-adjuvant, c'est que tous les patients reçoivent le traitement systémique avant d'être opérés, alors que dans l'adjuvant, on sait qu'après chirurgie, il y a grosso modo à peu près 60% des patients qui seraient éligibles à une chimiothérapie adjuvante qui la reçoivent. Les autres ne la reçoivent pas, soit parce qu'ils ont fait des complications post-opératoires, soit parce que leur PS s'est altéré, soit parce qu'on est trop loin de la chirurgie. Bon, l'intérêt de l'adjuvant, c'est qu'on a une pièce opératoire, donc on a un PTNM fiable. Dans le néo-adjuvant, on a un TNM qui reste incertain malgré les progrès des bilans préopératoires. Sur une pièce opératoire, c'est facile de faire une analyse de biomarqueurs parce qu'on a du matériel sur un tissu prélevé sur une biopsie avant chirurgie. Il peut y avoir du tissu, enfin un prélèvement qui n'est pas contributif. Le néo-adjuvant, on pense qu'il a une action plus précoce sur les micrométastases potentielles par rapport à l'adjuvant. Se pose la question de l'intégrité du système immunitaire après chirurgie, qui est discutable. On fait un curage ganglionnaire. Est-ce qu'on a la même immunité locale que lorsque le patient n'a pas été opéré? Et puis, les critères d'évaluation dans les études sont différents. Dans l'adjuvant, on utilise essentiellement la survie sans récidive et la survie globale, alors que dans le néo-adjuvant, comme vous le verrez, le critère principal d'évaluation, c'est la survie sans événement, qui est plus large que la survie sans récidive. Et bien sûr, le gold standard, ça reste la survie globale. Alors, en ce qui concerne l'immunothérapie adjuvante, aujourd'hui, on a 2 études dont on a les résultats. L'étude IMpower 010 avec l'atezolizumab et l'étude Keynote 091 avec le pembrolizumab. Et on attend les résultats des autres études, notamment celle avec le durvalumab, BR31, à laquelle la France a largement participé dans le cadre de l'IFCT. Alors, si on revient sur l'étude IMpower 010, c'est une étude assez simple. Les patients sont opérés en résection complète.
c'est des stades 1B à 3. C'est l'ancienne classification, c'est la 7e classification, donc tumeur de plus de 4 cm. Ils reçoivent de la chimiothérapie adjuvante et ils sont randomisés entre immunothérapie pendant 1 an versus pas d'immunothérapie. Il n'y a pas de bras placebo dans cette étude. L'évaluation statistique est un peu complexe, c'est une évaluation hiérarchique. Voici les données. En fait, cette étude est positive selon ces différents groupes de patients. D'abord, les patients qui expriment PDL1 à au moins 1%, stade 2 et 3, avec un hazard ratio, vous voyez, à 0,66. Puis, sur tous les patients stade 2 et 3, quel que soit le niveau d'expression de PDL1, la différence est moins nette, le hazard ratio est à 0,79. Et puis, sur tous les patients en intention de traiter, c'est-à-dire incluant les stades 1. Quand on regarde en fonction de l'expression de PDL1, en fait, chez les patients dont PDL1 est supérieur ou égal à 1%, l'étude n'est pas significative, puisque la limite supérieure de la borne est à un peu plus de 1. Par contre, le bénéfice est très net sur les patients qui ont un PDL1 supérieur ou égal à 50%, avec un hazard ratio à 0,42. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'AMM européenne a été restreinte aux patients dont PDL1 est exprimé à au moins 50% des cellules tumorales. Bon, en termes de toxicité, on retrouve les toxicités classiques de l'immunothérapie. Il n'y a rien de bien nouveau. Je passe assez rapidement. Donc ça, c'est la première étude randomisée de phase 3 en situation adjuvante qui montre un bénéfice de l'immunothérapie. Et l'AMM européenne, comme je vous l'ai dit, est restreinte aux patients dont PDL1 est supérieur ou égal à 50%. Et bien sûr, il faut que les patients n'aient pas d'addiction oncogénique, notamment pas de mutation EGFR et pas de réarrangement de ALK. Sauf que nous n'avons pas accès en France à cette thérapeutique puisque l'autorisation d'accès précoce a été refusée par l'HAS et la commission de transparence. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible de faire de la tésolizumab en adjuvant. La deuxième étude avec le pembrolizumab, c'est la Keynote 091 qui est à peu près de même nature. Patient opéré, 7e classification, stade 1 à 3, patient en résection complète. Donc patients qui peuvent recevoir, pas obligatoirement, mais qui peuvent recevoir de la chimiothérapie adjuvante à base de platine, et une étude qui méthodologiquement est un peu plus pure dans la mesure où il y a une randomisation contre placebo en double aveugle, donc pembrolizumab pendant 1 an versus placebo. Cette étude est positive sur l'ensemble de la population, avec un hazard ratio à 0,76. Par contre, surprise, c'est qu'elle n'est pas positive sur les patients dont PDL1 est exprimé à au moins 50%, avec, vous voyez, une borne supérieure à 1,18 et un hazard ratio à 0,82. Si on regarde effectivement en fonction de l'expression de PDL1, il n'y a pas de différence significative sur les plus de 50%. Elle devient positive pour les PDL1 de 1 à 49% et elle n'est pas positive pour les PDL1 négatifs. Alors, ces deux études, il y en a une qui est contre placebo, l'autre qui est contre observation. Elles incluent à peu près les mêmes types de patients. L'analyse statistique n'est pas la même, mais c'est la survie sans récidive qui reste un des critères principaux. Ce sont des grosses études avec plus de 1000 patients randomisés dans les deux cas. Il y a plus de stade 3 dans l'étude IMpower que dans l'étude Keynote. La répartition selon le niveau d'expression de PDL1 est à peu près similaire. La chimiothérapie était imposée pour l'étude IMpower, ne l'était pas pour l'étude Keynote, et les résultats sont un peu discordants dans la mesure où il y en a une qui est très positive sur le PD1 à 50% et l'autre qui ne l'est pas. Toujours est-il que le pembrolizumab a obtenu une AMM européenne en situation adjuvante, mais qu'en France, pour l'instant, nous n'avons pas accès puisque nous n'avons pas de décision de la commission de transparence.
Alors, on va passer à la partie néoadjuvante, qui est celle qui est probablement la plus intéressante actuellement et pour celle où on a le plus de données et qui modifie nos pratiques actuelles. Le contexte, c'est que on sait qu'avec une thérapeutique préopératoire, on peut obtenir une réponse pathologique et une réponse pathologique complète. On le savait déjà avec la chimiothérapie seule. Et une des questions qui se pose d'ailleurs depuis un certain temps, c'est de savoir si la réponse pathologique, qui est un critère que l'on peut avoir assez rapidement à l'analyse de la pièce opératoire, pourrait se substituer aux autres critères qui mettent du temps à arriver, tels que la survie sans récidive ou la survie globale. On a vu apparaître dans ces études un autre critère à côté de la réponse pathologique complète, qui est la réponse pathologique majeure, c'est-à-dire lorsqu'il reste pas plus de 10% de cellules viables sur la pièce opératoire. C'est quelque chose, on sait que l'immunothérapie, même seule, est potentiellement active en néoadjuvant. Et si on revient à l'étude publiée dans le New England en 2018 par Ford, je vous rappelle que c'est une petite étude sur 21 patients qui n'ont reçu que 2 cures de nivolumab avant chirurgie, qui ont été opérés, 20 étaient en résection complète, et on observait 45% de réponses pathologiques majeures chez ces patients avec seulement 2 cures de nivolumab. Et cette étude nous a aussi montré qu'il n'y avait pas de corrélation évidente entre la réponse morphologique observée au scanner et la réponse pathologique sur la pièce opératoire. On voit très bien, par exemple, sur le cliché de droite, que après 4 semaines de nivolumab, on ne peut pas dire qu'il y a une réponse morphologique, on peut même se demander si le patient n'a pas progressé, alors qu'il est en réponse pathologique majeure sur la pièce opératoire. Donc aujourd'hui, on dispose de plusieurs études. Grosso modo, il y a 7 études de néoadjuvants. Il y en a 6 dont les résultats sont disponibles, 5 de phase 3 et 1 de phase 2, et une étude dont on n'a pas les résultats définitifs, qui est la IMpower 030 avec l'atezolizumab, mais dont on sait qu'elle est certainement positive. Alors, la première étude de phase 2 randomisée, c'est l'étude NADIM, qui est une étude espagnole, qui a été publiée dans le New England l'année dernière. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle a montré la faisabilité d'une chimio-immunothérapie préopératoire, et surtout qu'elle a montré que le fait de rajouter de l'immunothérapie à la chimiothérapie préopératoire augmentait très nettement le taux de réponse pathologique complète, puisqu'on passe de 6,9% avec la chimio à 36,8% avec l'association chimio-immuno, et que on augmentait même le nombre de patients pouvant bénéficier de la chirurgie. Alors l'étude Princeps est celle qui modifie nos pratiques actuelles. C'est l'étude Checkmate 816, qui est une étude très intéressante et très importante parce qu'elle s'adresse donc à des patients résécables. Je dis bien, c'est des patients qui sont déterminés comme résécables. Alors, c'est la 7e classification qui a été prise, donc c'est des stades 1B à 3A. Pour nous, si on prend compte de la 8e classification, ça fait des stades 2A à 3, résécables, en bon état général, sans addiction oncogénique. Ces patients sont randomisés entre une chimiothérapie à base de platine, 3 cycles, standard, versus la même chimiothérapie associée à 3 cures de nivolumab. Il y a un restaging après cette phase d'induction, puis les patients sont opérés et ils ne reçoivent pas d'immunothérapie post-opératoire. Donc dans cette étude, on ne teste que la chimio-immunothérapie préopératoire. Le traitement post-opératoire est laissé à discrétion des investigateurs. Ça peut être de la chimio, ça peut être de la radiothérapie ou simplement une observation. Le critère principal d'évaluation, c'est la survie sans événement. Si on regarde dans cette étude la chirurgie, et est-ce que le fait de rajouter de l'immuno à la chimio va changer les pratiques chirurgicales? Eh bien, pratiquement pas. On a le même nombre de thoracotomies, le même nombre de chirurgies mini-invasives. Il n'y a pas plus de conversion lorsqu'on rajoute de l'immuno, même plutôt moins. Il n'y a pas plus de pneumonectomie, même plutôt moins. Et les patients
le taux de patients réséqués est à peu près le même, autour de 80%. Et le nombre de ganglions prélevés au curage est également le même. Donc, le fait de rajouter de l'immuno ne rend pas le geste chirurgical, alors peut-être un peu différent, mais ne change pas la stratégie chirurgicale. En termes de réponse pathologique complète, cette étude est extrêmement positive puisqu'on passe de 2,2% avec la chimio seule à 24%, donc un quart des malades, en rajoutant de l'immuno, que l'on soit dans les stades les plus précoces, 1 et 2, ou dans les stades 3. La survie sans événement est nettement améliorée dans le bras chimio-immuno avec un hazard ratio à 0,63. Donc vous avez ici les chiffres qui sont dans la publication de 2022. La survie globale a été présentée l'année dernière. Il y a un bénéfice en termes de survie globale, mais qui n'est pas significatif. Alors peut-être parce qu'on n'a pas encore assez de recul, puisqu'on a un hazard ratio à 0,62, mais une borne supérieure à 1,05. Si on regarde en fonction de l'expression de PDL1, ce qui a été demandé par l'Agence européenne au moment du dépôt de dossier pour l'AMM, on voit que chez les patients qui ont un PDL1 négatif, le taux de réponse complète est moins important et surtout, la survie sans événement et la survie globale ne sont pas significativement augmentées par rapport au bras chimio seul. Si on regarde les patients qui expriment PDL1 à au moins 1%, on a un taux de réponse pathologique complète qui est nettement supérieur, presque un tiers des patients, et surtout, on voit qu'il y a un bénéfice en survie sans événement et en survie globale qui est significatif. C'est pour cette raison que l'Agence européenne a restreint l'AMM, ce qui n'était pas le cas dans l'étude 816, a restreint l'AMM aux patients dont la tumeur exprime PDL1 à au moins 1% des cellules tumorales. Alors, on a d'autres études de néoadjuvants, la Keynote 671 avec le pembrolizumab, qui s'adresse au même type de patients. Là, c'est la 8e classification. Dans cette étude, la chimiothérapie était imposée. C'était du cisplatine, soit avec la gemcitabine, soit avec le pemetrexed en fonction de l'histologie. Bien sûr, l'immunothérapie, c'est le pembrolizumab. Les patients pouvaient recevoir jusqu'à 4 cycles. Ils étaient opérés. Et par contre, la différence très nette, c'est que les patients recevaient, ceux qui pouvaient, du pembrolizumab en adjuvant pendant 1 an versus placebo. Cette étude est également positive sur la survie sans événement, avec un hazard ratio à 0,58. Ça a été actualisé récemment à l'ESMO avec plus de recul. Donc on voit qu'à 4 ans, à 48 mois, le bénéfice se maintient, puisqu'on passe de 26 à 48% de patients sans événement. En termes de réponse pathologique, que ce soit majeure ou complète, on voit qu'on passe de 4 à 18%. Et on a aussi une analyse en survie globale, et cette étude est positive en survie globale, avec un hazard ratio à 0,72. Donc, tout va dans le même sens. Et si on regarde, quand on analyse les résultats en fonction de la réponse pathologique, la courbe du haut, la courbe orange, on voit que les patients qui sont en réponse pathologique complète sur la pièce opératoire sont des patients qui ne rechutent quasiment pas. On peut quand même dire que le risque de rechute de ces patients-là, il est de l'ordre de 10% à 5 ans. Alors que, donc il y a une corrélation assez nette entre la réponse pathologique et les chances de survie à long terme. Troisième étude, c'est l'étude, je ne sais jamais comment on la prononce, IGAN ou IJAN, avec le durvalumab. C'est le même principe. La chimiothérapie est à base de platine, 4 cycles, durvalumab dans le bras chimio-immuno et placebo dans le bras chimio seul. Là aussi, il y a du durvalumab en post-opératoire chez les patients qui peuvent le recevoir. On retrouve les mêmes choses, une augmentation très nette du taux de réponse pathologique complète, une amélioration de la survie sans événement qui est significative, avec un hazard ratio à 0,68. Quatrième étude, c'est la CheckMate 77T qui a été présentée à l'ESMO l'année dernière, qui est la CheckMate 816, mais avec du nivolumab en adjuvant. Et au lieu de 3 cycles, il y a 4 cycles de chimio à base de platine. C'est le nivolumab toutes les 3 semaines. C'est contre placebo.
Les caractéristiques des patients, on voit qu'il y a à peu près autant d'épidermoïdes que d'adénocarcinomes et pas mal de stade 3. On a les 2/3 des patients qui sont de stade 3. Et en termes de chimio, il y a les 3/4 des patients qui reçoivent du carboplatine et 1/4 du cisplatine. Bon, là, je passe assez rapidement. Si on regarde les patients opérés dans les 2 bras, parce que ça, c'est un critère important, dans les études de néoadjuvants, on voit que la proportion de patients opérés dans les 2 bras est la même. On est à 78% de patients opérés, que ce soit dans le bras chimio seul ou dans le bras chimio immuno. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter le traitement adjuvant. Et on voit que dans le bras chimio-immuno, en fait, il n'y a que 60% des patients qui ont l'immunothérapie en post-opératoire. Et 62%. Et parmi ces patients, il n'y en a que 60% qui arrivent au bout du traitement post-opératoire. Bon, cette étude est positive en survie sans événement, comme les autres, avec hazard ratio à 0,58. Elle est positive pour les stades 2 et alors pour les stades 2, c'est pas significatif, pour les stades 3, ça l'est nettement. On n'a pas encore assez de recul pour cette étude. Je passe rapidement. En termes de réponse pathologique complète, on est à peu près dans les mêmes chiffres que la CheckMate 816. On était à 2, on passait à 24. Là, on est à 4,7, on passe à 25. Donc, grosso modo, on multiplie par à peu près 6-7 le taux de réponse pathologique complète lorsqu'on rajoute de l'immuno en préopératoire. En termes de toxicité, il n'y a pas de choses bien nouvelles. Voilà. Donc là, j'ai résumé sur ce tableau les 5 études pour lesquelles on a les données, qu'elles soient publiées ou communiquées en congrès. J'ai rajouté l'étude NeoTorch, qui est une étude chinoise qui a été publiée là très récemment, la semaine dernière, dans le JAMA. L'étude NeoTorch, c'est avec une molécule que l'on n'a pas, qui est un anti-PD1, le toripalimab. En fait, c'est une étude dans laquelle... Alors, ils ont publié que les résultats sur les stades 3. Et en fait, c'est une étude dans laquelle les patients recevaient 3 cycles de chimio-immuno pré-op, puis étaient opérés. Ils avaient un 4e cycle de chimio-immuno en post-op, puis une immunothérapie adjuvante pendant 1 an. Bon, quand on regarde grosso modo toutes ces études, on peut voir que les hazard ratios sont sur la survie sans événement, sont à peu près identiques. On est autour de 0,60 globalement. Donc on a le même bénéfice en termes de survie sans événement que l'on utilise du nivolumab, du pembrolizumab ou du durvalumab. Alors on ne peut pas comparer la CheckMate 77 et la CheckMate 816, mais quand même, on peut se poser la question de savoir quel est le bénéfice de l'immunothérapie adjuvante, puisqu'en fait, quand on regarde les chiffres, entre la CheckMate 816, où il n'y a pas d'immuno-adjuvante, et la CheckMate 77T, où il y a une immunothérapie adjuvante, on n'a pas de différence majeure, on n'a pas de différence en termes de médiane de survie sans événement. Donc, est-ce que le fait... Probablement que tous les patients ne bénéficient pas de l'immunothérapie adjuvante, et ça va être une des questions qu'il va falloir se poser rapidement. Alors ça, c'était chez des patients qui n'ont pas d'addiction oncogénique, et il y a les patients avec addiction oncogénique et qui sont résécables. Alors la donnée récente, la nouveauté, c'est sur les patients qui ont un réarrangement ALK. C'est l'étude ALINA qui a été présentée à l'ESMO l'année dernière. Alors, cette étude s'adresse donc à des patients de stade 1B à 3 en résection complète après chirurgie et qui ont un réarrangement du gène ALK, et ils sont randomisés entre de l'alectinib classique pendant 2 ans versus une chimiothérapie adjuvante. Donc, on n'est pas du tout comme dans l'étude ADORA dont on parlera tout à l'heure. Là, l'alectinib est mis à la place de la chimiothérapie. Le critère principal, c'est la survie sans maladie.
Bon, ça, c'est les caractéristiques des patients, bon, qui sont des patients ALK, donc des patients plutôt plus jeunes que les patients habituels, et puis bien sûr des patients essentiellement non-fumeurs. Vous voyez qu'il y avait quand même pas mal de stade 3. Il y a plus de 50% des patients qui sont de stade 3 et en particulier 50% des patients qui sont N2, essentiellement des non-épidermoïdes, essentiellement des lobectomies. Et cette étude est extrêmement positive sur son critère principal, qui est la survie sans maladie, sans récidive, avec un hazard ratio à 0,24. J'avoue que si on m'avait dit il y a 20 ans qu'on aurait des hazard ratios à 0,24 dans les cancers du poumon, j'y aurais pas cru. Eh bien là, ça existe. Et vous voyez qu'on a donc une médiane qui est à 44 mois, qui n'est même pas atteinte dans le bras alectinib. En intention de traiter, on retrouve les mêmes chiffres avec hazard ratio à 0,24. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on avait déjà observé dans les stades 4, notamment dans les études ALEX, c'est le fait que ces inhibiteurs de deuxième génération ont une action au niveau cérébral et protègent de la rechute cérébrale, et on a la même observation, c'est-à-dire que les patients qui reçoivent de l'alectinib font beaucoup moins de métastases cérébrales que ceux qui sont traités par chimiothérapie. Hazard ratio à 0,22. Donc ça, c'est ALINA pour les patients qui ont un réarrangement de ALK. Alors pour l'instant, nous n'avons pas d'extension d'AMM de l'alectinib dans cette situation. En France, ça représente assez peu de patients globalement, hein. Ça va représenter 150 peut-être patients par an sur toute la France, mais c'est important. Je vous rappelle les résultats de l'essai ADORA. Bon, celui-là, vous le connaissez bien. C'est l'osimertinib en adjuvant chez les patients mutés EGFR opérés en résection complète. Dans cette étude, je vous rappelle que les patients recevaient de la chimiothérapie adjuvante et ensuite, ils étaient randomisés entre osimertinib et placebo. Cette étude, elle est positive sur son critère principal qui est la survie sans récidive, quel que soit le stade. Et je passe rapidement. Surtout, ce qui est important, c'est que cette année, à l'ASCO, on a eu les résultats en survie globale que l'on attendait. Alors certains, il y a eu beaucoup de discussions sur cette étude. Certains ont dit que le fait que ça soit très positif en survie sans récidive, ça voulait dire que de toute façon la survie globale l'était et qu'il fallait traiter les patients dès qu'on a pu le faire. Et puis d'autres disant mais non, on n'a pas les résultats en survie globale, il faut attendre les résultats en survie globale. Bon, on a les résultats en survie globale et l'étude est positive en survie globale, stade 2 et 3 avec un hazard ratio à 0,49, et si on rajoute les stades 1B, on a le même hazard ratio à 0,49. Donc on est rassuré sur l'impact de l'osimertinib. Je vous rappelle que c'est de l'osimertinib prescrit pendant 3 ans chez ces patients en résection complète. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous au quotidien ? Donc, comme on l'a vu, on a 2 études de phase 3 positives sur l'immunothérapie adjuvante. On est en attente de résultats de 3 autres études. On a 2 AMM européennes aujourd'hui, mais pas de mise à disposition des molécules, en tout cas en France. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons pas faire d'immunothérapie adjuvante seule. En ce qui concerne la chimio-immunothérapie néoadjuvante, on a vu qu'on a 5 études de phase 3 randomisées positives, une étude en attente de résultats. On a une seule AMM pour l'instant, qui est le nivolumab, AMM européenne, qui est indiquée en association à une chimiothérapie à base de sel de platine dans le traitement néoadjuvant des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules, résécable à haut risque de récidive. C'est-à-dire qu'il ne précise pas le stade. À haut risque de récidive. À vous de dire quel est le risque de récidive de vos patients. Dont les tumeurs expriment PDL1 à au moins 1% des cellules tumorales, donc ça c'est l'analyse en sous-groupe, et ne présentent pas de mutation EGFR ni de translocation ALK. Et le nivolumab est disponible en accès précoce en France depuis le 11 septembre. Donc depuis le 11 septembre, on peut faire de la chimio-immuno chez ces patients. Qu'est-ce que ça change dans notre pratique quotidienne devant une tumeur potentiellement résécable, c'est-à-dire de stade 2A à 3B?
Eh bien, on sait que en pratique, alors notamment pour des petites tumeurs, des tumeurs de 4 à 5 cm, avec un PET scan négatif sur le plan ganglionnaire, on n'avait pas forcément, un certain nombre d'équipes n'obtenaient pas forcément la preuve histologique avant la chirurgie. Si on avait suffisamment d'arguments pour penser que c'était un cancer, sujet fumeur, caractéristiques scanographiques, métabolisme au PET scan, etc., il y a un certain nombre de patients qui étaient confiés au chirurgien directement pour une indication de lobectomie et on avait l'anatomopathologie sur la pièce opératoire. Eh bien là, aujourd'hui, dans une stratégie néoadjuvante, ça impose d'avoir une preuve histopathologique avant de confier le patient au chirurgien. Donc soit par endoscopie, soit plutôt par PTP, parce que c'est souvent des tumeurs périphériques. Deuxième chose, ça va nous imposer d'avoir le statut PDL1, puisque l'AMM restreint au PDL1 positif. Donc il faut avoir une biopsie et puis suffisamment de matériel pour analyser PDL1, puisque les PDL1 négatifs ne sont pas éligibles. Et puis aussi, il faudra qu'on puisse faire de la biologie moléculaire et au moins avoir les mutations EGFR et le réarrangement ALK, puisque ces patients ne bénéficient pas de la stratégie préopératoire. Donc ça, c'est un changement de pratique important. Et on sait qu'on a des délais, c'est pas toujours simple d'avoir une ponction transpariétale. Après, il y a le délai de l'anapathe, le délai de la biologie moléculaire, etc. Il faut déterminer l'opérabilité et la résécabilité. Ça s'adresse à des patients qui sont résécables. C'est-à-dire que le but de ce traitement n'est pas de rendre un patient non résécable, résécable. Après, on va voir en pratique comment ça va se passer. Donc, il faut définir cette résécabilité avant traitement néoadjuvant. Sinon, il n'est pas résécable et il tombe dans le traitement chimio-radiothérapie. Il faut aussi que le patient soit apte à recevoir une telle association, donc 3 cures de chimio associées à une immunothérapie. Alors, il y a des avantages organisationnels. Souvent, on a des délais pour faire opérer les malades après la décision RCP. Là, finalement, on a 9 semaines de chimio-immuno, donc on a le temps de prendre rendez-vous avec le chirurgien, d'organiser la chirurgie, d'avoir la place de bloc, etc. Ça peut permettre aussi de mettre en place la RAC, et donc de permettre aux patients d'arriver dans les meilleures conditions à la chirurgie. Ça peut aussi permettre d'obtenir un sevrage tabagique chez les patients qui sont fumeurs actifs. Donc, il y a des contraintes d'un côté, il y a des avantages de l'autre. Après, les questions, stratégie néoadjuvante supérieure à la stratégie adjuvante, pour l'instant, de toute façon, il n'y a pas de comparaison possible, puis on n'a pas accès à la stratégie adjuvante. Et j'ai bien peur que, vu l'engouement qu'il y a pour la stratégie néoadjuvante, ça soit celle qui prenne le dessus. La question qui va se poser essentiellement, c'est chez ces patients qui ont reçu une chimio-immuno pré-op. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais le pembrolizumab a déposé un dossier, donc suite à la keynote, s'ils ont une AMM, ils ont déjà pratiquement l'AMM, je crois qu'ils ont l'avis de la commission du CHMP, donc ils vont avoir l'AMM européenne, donc ça sera pembro pré-op et pembro post-op. Donc est-ce qu'on va faire de l'immuno à tous les patients ? Est-ce que les patients qui sont en réponse pathologique complète justifient qu'ils reçoivent encore 1 an d'immuno au risque d'avoir des toxicités plus importantes ? Moi, j'en suis pas du tout certain quand on regarde que ces patients qui sont en réponse pathologique complète, leur risque de rechute est quasiment nul. En fonction de la réponse pathologique, entre une réponse pathologique majeure où il reste plus que 10% de cellules tumorales et une réponse pathologique où il y a encore 70% de cellules tumorales, c'est pas du tout la même chose. Après, ça demande un gros travail pour les anapathes. Quand on discute avec nos anapathes, ça leur fait peur. Parce que déterminer une réponse pathologique complète ou une réponse pathologique majeure, ça demande de faire beaucoup plus de coûts, beaucoup plus d'analyses, donc ça va être beaucoup plus long, etc. Donc, et puis, si ces patients récidivent et qu'ils ont déjà eu de la chimio-immuno, voire de l'immuno post-op, comment on va les traiter quand ils seront en récidive ? Est-ce qu'on va reprendre l'immuno ? Est-ce qu'on va faire de la chimio ? Il faudra faire des essais thérapeutiques pour essayer de répondre à toutes ces questions. Oui, justement, on peut faire une petite pause après les stades résécables. C'est très dense, c'est très intense. On a une question sur le chat, donc je te la Oui, vas-y. Quel est votre avis ?
quel est votre avis sur la pratique de l'étude de Checkmate 816 étant la durée d'attente entre la découverte de la lésion et l'éligibilité au protocole, c'est-à-dire le temps entre le prélèvement et l'histologie, l'attente de la biologie moléculaire qui peut durer 3 semaines ou plus, etc. Et le risque de progression entre-temps. Eh oui. T'as pas la réponse? J'ai pas la réponse. Je pense que la seule solution, c'est de harceler les biologistes moléculaires pour qu'ils fassent le plus vite possible. Mais clairement, aujourd'hui, chez un patient qui est PDL1 positif, qui n'a pas d'addiction oncogénique et qui est résécable, le fait de ne pas lui proposer de chimio-immuno, c'est une perte de chance très nette. Hein, parce qu'on voit qu'un patient qui a une réponse pathologique complète, il a quasiment très peu de chances de récidiver dans les 5 à 10 ans qui suivent. Donc, il faut, à mon avis, voilà. Mais j'ai pas... Mais normalement, oui, pardon. Oui. Allez-y. Si vous voulez aller au micro, s'il vous plaît. Pour les patients qui ont une réponse complète après chimio-immunothérapie, est-ce que vous les opérez quand même? Alors, la réponse pathologique, on l'a pas, puisqu'il faut opérer le patient. Sur l'imagerie... Imagerie PET-scan. Bon, PET-scan... Mais... Sur l'imagerie, j'ai pas le détail de toutes les études, mais j'ai pas la notion qu'ils avaient normalisé leur imagerie. Ils gardent des images. Hein. Et on a vu même d'ailleurs sur l'étude avec l'immunothérapie seule qu'un patient n'avait pas de réponse morphologique alors qu'il était en réponse pratiquement complète sur le plan pathologique. Donc de toute façon, ces patients-là, ils vont être opérés. Forcément. Oui. Dans le cas où on a des difficultés pour avoir rapidement le résultat de l'immunothérapie, est-ce qu'on ne peut pas faire de la chimiothérapie, puis 2-3 cycles de chimio, puis faire l'immunothérapie après le résultat? Pas en même temps, ça veut dire. Alors, non. Parce que ces études, c'est l'association des deux qui fonctionne en concomitant. On n'a aucune idée de savoir ce que donnerait 3 cures de chimio, puis 3 cures d'immuno, puis chirurgie. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Mais peut-être que dans la vraie vie, certaines équipes feront une cure de chimio en attendant le résultat. Et peut-être. Après, mais peut-être. Mais c'est pas le protocole. C'est pas le standard. Voilà. Donc là, c'est enregistré, donc on peut pas le dire. Mais moi, je pense que c'est pas impossible. Hein, ça se discute. Par exemple, on a récemment introduit une thérapie. Moi, je suis pneumologue. Mais on pense à faire ça puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens. Oui, non, je comprends bien. Bien sûr qu'il y a toujours un problème d'accès aux techniques de biologie et un accès aux thérapeutiques. Bien sûr, mais vous avez la solution de... Après, chez un patient de stade 2, là où on peut peut-être être inquiet ou avoir envie de commencer assez rapidement, c'est sur un stade 3 où il y a une atteinte ganglionnaire médiastinale, où on a peur que rapidement il ne devienne pas résécable. Sur un stade 2, un patient N1, je pense que on peut très bien avoir 1 mois et demi, 2 mois d'attente. Quand on voit aujourd'hui les délais qu'on a pour la chirurgie, franchement, entre le moment où on voit le malade en consultation pour la première fois, on fait les examens, on passe en RCP, le temps d'avoir l'écho-endoscopie, on passe en RCP, on décide de faire une lobectomie, le rendez-vous chez le chirurgien et la chirurgie effective, il y a largement 2 mois, voire plus de délai. Hein. Donc, oui. Aujourd'hui, la grosse difficulté dans nos centres de chirurgicaux, c'est d'avoir la place de bloc et la consultation d'anesthésie. Enfin, moi, je vais au CHU de Saint-Étienne. La consultation de chirurgie, on l'a assez rapidement. La consultation d'anesthésie, c'est galère. Et la place de bloc, c'est encore plus. Donc, on a souvent, entre la RCP et le geste chirurgical, au minimum 1 mois. Mais vous avez la solution intermédiaire aussi qui consiste à tanner vos biologistes moléculaires pour avoir une réponse. Parce que pour faire un ALK en immunohistochimie et un EGFR, il ne faut pas 3 semaines, il ne faut pas exagérer. Après, c'est pas un grand nombre de patients. Hein. Les stades 2 et 3
pour lesquels, enfin, c'est 20% des malades, hein, globalement, même pas, puisqu'il n'y a pas les stades 1. Aujourd'hui, si on regarde l'étude KBP 2020, ça représente 20-22% des patients de stade 1. Alors, si on rajoute les stades 3 résécables, oui, ça fait grosso modo 25% des malades, quoi, que l'on voit au quotidien. Bon, pas d'autres questions sur les stades résécables. On va passer. Alors, je vais passer rapidement au stade localement avancé parce qu'il n'y a pas de grandes nouveautés. Je vous rappelle juste les résultats de l'étude Pacifique que vous connaissez tous. Elle a largement été présentée. Vous savez qu'on a les résultats à 5 ans qui montrent le bénéfice de l'immunothérapie de consolidation après radiochimiothérapie. Toujours est-il que, grosso modo, si on regarde les chiffres, il y a quand même moins de 50% des patients qui sont en vie à 5 ans. Donc il y en a plus de 50% qui sont décédés dans les 5 ans qui suivent la radiochimio, malgré l'adjonction d'une immunothérapie de consolidation. Donc il faut essayer de faire mieux. Il faut essayer de faire mieux. Bon, vous savez que ça retarde très nettement l'apparition de métastases, et notamment de métastases cérébrales. Alors, parmi les données un peu récentes, c'est l'étude Pacifique R. Alors, vous savez qu'on parle beaucoup des études de vie réelle aujourd'hui. Cette étude est très intéressante parce que c'est une étude qui a concerné plusieurs pays d'Europe, dont la France, qui a concerné 1400 patients. Et l'intérêt de cette étude, c'était de savoir si, en vie réelle, on observait les mêmes résultats que dans l'étude Pacifique. Et en fait, effectivement, en survie sans progression, on a même une survie sans progression dans l'étude Pacifique R qui est meilleure que dans l'étude Pacifique, avec, tant je me rappelle, une médiane à 22 mois contre 18 mois dans l'étude Pacifique. Et il faut savoir que dans cette étude, il y avait 14% des patients qui avaient un schéma séquentiel, alors que l'étude Pacifique ne considérait que les patients en radiochimiothérapie concomitante. Donc cette étude est venue conforter les résultats de l'étude Pacifique et nous rassurer sur la place de l'immunothérapie après radiochimio. Il y a d'autres études qui ont été rapportées, notamment une étude chinoise, Gemstone 301, avec une molécule chinoise, où il y avait un tiers des patients qui avaient une radiochimio séquentielle. Et puis l'étude Lune 1479, qui est en phase 2 avec le pembrolizumab, qui retrouve les mêmes résultats que Pacifique. L'étude chinoise montre des résultats. Il y a un bénéfice, mais les résultats sont moins bons que dans l'étude Pacifique ou Pacifique R. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on peut faire de l'immunothérapie de consolidation après chimio-radiothérapie séquentielle, puisque ces malades n'étaient pas dans l'étude Pacifique. Il y en a 14% dans Pacifique R. L'AMM le permet puisqu'elle ne spécifie pas le type de stratégie, elle dit chimio-radiothérapie, point. Donc, en pratique, on le fait. C'est l'étude Pacifique 6 qui a été représentée récemment, donc à l'ESMO. Donc c'est une étude de phase 2 ouverte où les patients sont traités par chimio-radiothérapie séquentielle. Alors il y avait 2 cohortes, les patients en bon état général PS01 et les patients PS2. Vous savez que donc la cohorte PS2, il y a eu que 3 patients, donc c'est essentiellement la cohorte PS01 qui est analysée, et les résultats sont satisfaisants, c'est-à-dire qu'on a quand même une médiane de survie globale à 39 mois, des taux de survie à 3 ans qui sont tout à fait intéressants. Alors, une médiane de survie sans progression qui est un peu moins bonne que dans Pacifique, mais on peut penser que c'est des malades qui sont en moins bon état que ceux de Pacifique, puisque c'est des chimio-radiothérapies séquentielles, mais ça reste quand même très intéressant. Donc, c'est faisable. Et en pratique, d'ailleurs, maintenant, je crois que tout le monde le fait. Après chimio-radiothérapie séquentielle, on se pose plus beaucoup la question. Donc ça, c'est les stratégies aujourd'hui, que ce soit du concomitant pur ou du concomitant avec induction ou du séquentiel, on peut faire du durvalumab à condition que PDL1. Alors l'AMM européenne a restreint aux patients PDL1 positifs, mais vous savez qu'en France, on a un accès compassionnel pour le durvalumab chez les patients PDL1 négatifs. Bon, les perspectives, c'est d'optimiser ce traitement. On attendait avec impatience les essais, enfin les résultats de l'essai Pacifique 2 qui rajoutaient de l'immunothérapie pendant la radiochimio, c'est-à-dire
radiochimio plus immunothérapie, puis durvalumab en consolidation, et on a un communiqué de presse qui nous annonce que cette étude est négative. Donc le fait de faire de l'immunothérapie pendant la radiochimio n'améliore pas les résultats par rapport à une radiochimio simple, puis suivie d'immunothérapie. Et il y a pas mal d'études en cours sur l'optimisation du traitement après radiochimio, donc c'est-à-dire rajouter à l'immunothérapie d'autres modulateurs du système immunitaire, des anti-TIGIT, des anti-PARP, etc. Donc il y a des études en cours pour essayer d'améliorer encore les résultats de l'étude Pacifique. J'en dirai pas plus sur les stades 3 parce qu'il n'y a pas de grande... la seule chose qu'on attend, c'est les résultats de l'étude LAURA. L'étude LAURA, c'est le pendant de Pacifique, mais pour les patients mutés EGFR. C'est-à-dire que c'est des patients qui sont... Vous savez que les patients mutés EGFR, traités par radiochimio, clairement ne bénéficient pas de l'immunothérapie de consolidation. Il y a eu des analyses en sous-groupe qui montrent qu'il n'y a pas de bénéfice chez ces patients-là. Et aujourd'hui, il y a une étude qui s'appelle l'étude LAURA. C'est des patients de stade 3 localement avancés, traités par radiochimio, mutés EGFR, et qui sont randomisés entre osimertinib jusqu'à progression versus rien. Et on devrait avoir les résultats peut-être cette année à l'ASCO de l'étude LAURA. Donc là aussi, ça serait susceptible. C'est le pendant de l'étude ADORA, mais pour les patients non résécables. Oui. On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a qu'un communiqué de presse qui dit qu'ils n'ont pas atteint l'objectif de supériorité du bras chimio-radiothérapie immuno versus chimio-radiothérapie. Alors, pour les stades 4, je pense qu'aujourd'hui, ce qui vraiment a bougé, enfin ce qui bouge, c'est la prise en charge des stades 4 avec addiction oncogénique et en particulier avec mutation EGFR. Je vous rappelle brièvement les résultats de l'étude FLORA qui a validé l'osimertinib en première ligne. L'osimertinib était comparé à un TKI de première génération. Donc aujourd'hui, on peut considérer... l'osimertinib est devenu le traitement standard des patients de stade 4 mutés EGFR. Il y a un bénéfice en survie sans progression, un bénéfice en survie globale. Après, comment on pourrait améliorer ces résultats? Parce qu'il y a quand même des patients qui ont des médianes de survie qui sont nettement inférieures à celles qui sont observées dans l'étude FLORA. Et donc, plusieurs pistes sont proposées. Rajouter de la chimiothérapie, c'est-à-dire associer la chimiothérapie à l'osimertinib dès la première ligne. Associer l'osimertinib enfin en tout cas un TKI de troisième génération, à un anticorps, et notamment un anticorps bispécifique qui cible à la fois EGFR et c-MET, et notamment l'amivantanab, ou associer le TKI à un anti-angiogène. Alors, l'étude qui associe la chimiothérapie à l'osimertinib, alors on avait déjà des études d'association de chimio et TKI de première génération qui sont positives, notamment une étude indienne avec le gefetinib, mais là, l'étude FLORA 2, c'est l'étude avec l'osimertinib. Donc les patients sont randomisés entre osimertinib seul, le traitement standard, versus osimertinib plus une chimiothérapie à base de platine et de pemetrexed avec un traitement d'entretien par pemetrexed comme on a l'habitude de le faire. Cette étude est positive. Elle est positive sur la survie sans progression avec un hazard ratio à 0,62. On a eu aussi les résultats sur les patients avec métastases cérébrales, puisqu'on sait que les métastases cérébrales sont plus fréquentes chez ces patients-là, et on a un bénéfice qui est encore plus net chez les patients avec métastases cérébrales, avec un hazard ratio à 0,47. Grosso modo, tous les sous-groupes bénéficient de l'association chimio-osimertinib par rapport à l'osimertinib seul, et notamment les patients avec métastases cérébrales. On diminue l'incidence cumulée de progression cérébrale. Donc, clairement, il y a un bénéfice assez net sur les patients porteurs de métastases cérébrales et en termes aussi peut-être de prévention de l'apparition des métastases cérébrales. Donc, aujourd'hui, on pourrait faire chimio, osimertinib. Quel patient, quand?
Deuxième piste, c'est d'associer un anticorps bispécifique, donc l'amivantanab, et à l'ESMO, on a eu les résultats de l'étude de phase 3 Mariposa, qui est une grosse étude qui s'adresse donc à des patients mutés EGFR, mutation classique, et qui randomise en 3 bras osimertinib seul, lazertinib qui est un TKI de 3e génération seul, et amivantanab, donc l'anticorps bispécifique, plus le lazertinib. Objectif principal, c'est la survie sans progression. Bon, les caractéristiques des patients, je passe assez rapidement. Cette étude est positive en faveur de l'association amivantanab-lazertinib par rapport à l'osimertinib seul, avec un hazard ratio à 0,70. Vous voyez qu'on a une médiane de survie qui est à 17 mois avec l'osimertinib, elle est à 18 mois dans l'étude FLORA, et on passe à près de 24 mois. Dans cette étude, ils ont eu l'intelligence de comparer, d'avoir un bras lazertinib, ce qui fait qu'on a les données du lazertinib seul qui sont strictement identiques à celles de l'osimertinib. Donc, c'est pas le fait que ça soit pas l'osimertinib dans le bras expérimental, puisque lazertinib fait aussi bien que l'osimertinib sur cette population de patients. Par contre, en termes de toxicité, évidemment, par rapport à l'osimertinib seul, on perd, et notamment en termes de toxicité cutanée. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paronychie, notamment 11% de grade 3. Donc beaucoup plus de paronychie, beaucoup plus de rash. En termes de diarrhée, ça change pas grand-chose. On rajoute des effets secondaires liés à l'action anti-MET, notamment les œdèmes et l'hypoalbuminémie. Donc, clairement, cette association est bien moins bien supportée que l'osimertinib seul. Bon. Donc, mais positive en survie sans progression, on n'a pas les données en survie globale. Troisième piste, c'est d'associer un TKI à un anti-angiogène. En fait, là, on dispose, avec l'osimertinib, on avait des études avec les TKI de première génération. L'étude japonaise avec l'osimertinib, c'est une étude de phase 2 randomisée qui ne montre pas de bénéfice en survie globale, ni d'ailleurs en survie sans progression. Donc, ça ne paraît pas être une piste très intéressante. Si on compare Mariposa et Flora 2, Flora 2 c'est avec la chimio, Mariposa c'est avec l'amivantanab. On ne peut pas vraiment comparer parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes populations. Mais globalement, quand on regarde les chiffres, on a des efficacités à peu près comparables. On a une médiane de survie sans progression qui est à presque 26 mois dans Flora 2 et 24 mois dans Mariposa, hazard ratio entre 0,60 et 0,70. Évidemment, dans les deux études, il y a une majoration de la toxicité, d'une part par la chimio ou d'autre part par l'amivantanab. Donc aujourd'hui, sur ces patients mutés EGFR en première ligne, on a 4 options. Celle que l'on fait tous les jours aujourd'hui, qui est l'osimertinib seul, qui reste le traitement standard, qui probablement reste très intéressante pour les patients âgés, fragiles, pour lesquels on n'a pas du tout envie de faire de la chimio ni autre chose, et on a quand même des résultats qui sont excellents. On pourrait, alors je ne sais pas où on est AstraZeneca dans ces démarches, mais je pense qu'ils ont dû demander une extension d'AMM avec la chimio. Donc, est-ce qu'il faut attendre l'extension d'AMM ou est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui sans attendre l'extension d'AMM? On pourrait se dire que le fait d'associer la chimio à l'osimertinib, ça peut être intéressant pour certains patients, peut-être pas tous, mais lesquels? Bon, certainement des patients en bon état général, qui soient capables de plutôt jeunes, des patients qui ont une maladie très agressive, ou des malades qui ont une métastase cérébrale, notamment des métastases cérébrales symptomatiques pour lesquelles on veut absolument éviter l'irradiation. Évidemment, on va majorer les toxicités et c'est contraignant puisque le patient va venir toutes les 3 semaines pour sa chimio. Bon. Mais peut-être que pour ces sous-groupes de patients, ça pourrait être intéressant. L'association lazertinib-amivantanab, je sais qu'il y a une demande d'AMM, ils ont déposé un dossier, c'est Janssen qui s'en occupe. On a vu qu'effectivement, ça majorait assez nettement les toxicités. C'est contraignant, l'amivantanab, c'est 1 fois par semaine le premier mois, puis tous les 15 jours. On n'a pas l'impression que ça fasse beaucoup mieux que l'association avec la chimio. On manque de résultats en survie globale, donc probablement qu'il faut attendre. Et puis l'association osimertinib-bevacizumab, clairement, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Donc
il n'y a pas d'intérêt à le faire. Malheureusement, ces patients qui sont mutés EGFR, qui sont sous osimertinib, à un moment ou l'autre, ils progressent. Et ils progressent avec différents mécanismes de résistance. Et c'est là où on peut avoir plusieurs modalités thérapeutiques. Alors, je vous rappelle qu'ils peuvent progresser de différentes façons. Soit progresser de façon systémique, c'est-à-dire tous les sites progressent, où il apparaît des nouvelles métastases un peu partout et on ne se pose pas la question d'un traitement local. Soit c'est une oligoprogression, notamment cérébrale, et là, on se pose la question d'un traitement local tout en continuant l'osimertinib. Nous, on va s'intéresser essentiellement aux patients qui progressent de façon diffuse, pour lesquels il n'y a pas de possibilité de traitement local. Ce qui est intéressant chez ces patients-là, c'est d'essayer de connaître quels sont les mécanismes de résistance qui sont à l'origine de la progression. Sur le diagramme de droite, c'est les patients traités par osimertinib en première ligne, parce qu'on s'aperçoit que les modalités de résistance sont pas les mêmes suivant qu'on utilise l'osimertinib en deuxième ligne, notamment chez des patients T790M positifs, que en première ligne. En première ligne, on a une multitude de mécanismes de résistance qui sont ce qu'on appelle on-target, c'est-à-dire qui concernent le EGFR, ou off-target, c'est-à-dire qui sont en dehors de GFR. Grosso modo, il y a quand même deux mécanismes de résistance sur lesquels il faut être attentif. C'est l'amplification de c-MET, qui représente à peu près 7 à 15% des cas, et puis la transformation histologique, qui est loin d'être exceptionnelle, notamment en cancer à petites cellules, qui représente 10 à 15% des cas et qui ne peut être analysé que sur une biopsie tissulaire. Donc, ça pose la question chez ces patients qui progressent sous osimertinib de la rebiopsie, ADN tumoral circulant, mais on n'aura pas certaines informations comme la transformation histologique. Et bien sûr, chaque fois que c'est possible, la biopsie d'un site qui progresse, qui permet d'avoir l'ensemble des informations. On va s'intéresser dans un premier temps aux progressions sans mécanisme de résistance identifié ou sans mécanisme de résistance éligible à un traitement ciblé. Et avant ça, je vais vous présenter un cas clinique que l'on a eu dans le service, assez classique, une femme de 76 ans, non tabagique, qui a des antécédents assez classiques, qui a quand même des antécédents familiaux de cancer du sein. Notamment chez 2 sœurs, et qu'on voit en consultation en mai 2022 devant des douleurs osseuses évoluant depuis plusieurs semaines, quelques céphalées, une petite altération de l'état général. Son médecin lui a fait une scintigraphie qui montre plusieurs foyers d'hyperfixation. Curieusement, elle a des nodules dans les 2 seins. Donc elle a eu une mammographie qui montre effectivement qu'elle a des nodules suspects dans les 2 seins, et puis un scanner complet qui montre une tumeur du lobe supérieur droit, des adénopathies médiastinales, des images intrahépatiques suspectes et aussi plusieurs petites images intracérébrales sus et sous-tentorielles. Je la vois en consultation à ce moment-là. Elle n'est pas tabagique, elle a une maladie qui semble très agressive et comme j'ai la possibilité de faire de l'ADN tumoral circulant assez facilement, je lui fais piquer une prise de sang pour un ADN tumoral circulant. Moi, j'ai la chance à Saint-Étienne d'avoir une plateforme qui fonctionne bien et je mets un mail c'est les anapathes qui gèrent la plateforme, donc c'est assez pratique. Donc je mets un mail en disant voilà, est-ce que vous pouvez être attentif à ce prélèvement-là? Et en une semaine, j'ai le résultat et elle a une délétion de l'exon 19 de GFR. Je la revois à ce moment-là, je la mets sous osimertinib, mais je me dis quand même, c'est curieux, cette femme, elle a des antécédents familiaux de cancer du sein, elle a des nodules dans les seins. Est-ce qu'elle a 2 cancers ou est-ce qu'elle en a qu'un? Est-ce que c'est son poumon? Moi, j'avoue que j'avais encore jamais vu de métastase intramammaire de cancer du poumon. Donc, j'avais déjà programmé une biopsie, donc je fais biopsier le foie et les 2 seins. Et sur les 3 biopsies, on me répond que c'est du poumon, que c'est un adénocar TTF1+. Alors, méfiance, sur le sein, il y a quand même une expression d'HER2 et de récepteurs hormonaux, donc il faut se méfier. On fait de la biologie moléculaire sur les différents prélèvements tissulaires et on retrouve la délétion de l'exon 19 sur toutes les biopsies hépatiques et mammaires. Donc, c'est bien des métastases intramammaires. Donc, on poursuit l'osimertinib. Elle répond,
au niveau thoracique, au niveau hépatique, elle normalise, ses adénopathies médiastinales disparaissent, elles s'améliorent, les douleurs s'améliorent très nettement, on arrête les morphiniques, etc. Au niveau cérébral, il persiste une petite lésion. 10 mois après, c'est-à-dire pas très long, hein, la médiane de survie sans progression dans Flora, c'est 18 mois. Donc là, 10 mois, c'est pas un résultat extraordinaire. Elle réévolue au niveau du foie, avec plusieurs localisations. Il y a une localisation qui est facilement accessible, je la fais biopsier, on retrouve l'adénocarcinome, TTF1+, des lésions de l'exon 19. Ils font du NGS, ils me disent, il y a une suspicion d'amplification de ces mètres, mais on n'est pas sûr. On va faire un fiche. Alors là, le fiche, c'est long. C'est souvent 1 mois, voire 2 mois. Donc je dis, je vais quand même pas attendre le résultat du fiche. Donc j'arrête l'osimertinib et je la mets sous chimio carbopemetrexed, 4 cures. Elle répond pas très bien. Je fais 3 cycles d'entretien qu'elle supporte plus ou moins bien et elle se remet à progresser au niveau hépatique et osseux. Et donc à ce moment-là, j'ai la fiche qui est disponible, qui a montré qu'il y avait bien une amplification de ces mètres supérieure à 10 copies par cellule. Donc, j'en discute en RCP, je prends l'avis de Maurice Perrol au CLB, qui dans la région Rhône-Alpes est un peu notre gourou. Et on décide de reprendre l'osimertinib en associant du crizotinib, donc un antisémète, qui est disponible. On est totalement hors AMM, hein, voilà. Et là, les choses sont pas simples, parce que les 3 premières semaines, ça se passe pas trop mal. Mais quand je la revois à peine 6 semaines, alors sur le plan de l'imagerie, les lésions sont à peu près stables, mais par contre, elle a des perturbations du bilan hépatique, des CPK qui montent, et surtout, elle a un syndrome œdémateux très important. Elle a pris 5 kilos. Bon, ça, c'est l'effet antisémète. Son état général est moins bon, donc j'arrête le crizotinib, je garde l'osimertinib, je me dis quand même... Je l'ai réévalué à 8 semaines. Le syndrome œdémateux a régressé donc j'ai repris le crizotinib à demi-dose. Et pour l'instant, voilà. Mais bon, on a une thérapeutique potentiellement efficace, en théorie, de bloquer à la fois EGFR et CMET, mais globalement, et quand on interroge ceux qui en ont un peu plus d'expérience, on voit que sur le plan de la tolérance associée de TKI, c'est quand même assez difficile. Bon, pour en revenir à notre exposé, est-ce que chez un patient qui progresse de façon systémique et qui n'a pas de mécanisme de résistance identifié, est-ce que ça serait intéressant de rajouter de l'immuno à la chimio, en sachant que les patients mutés EGFR ne sont pas les bons candidats à l'immuno? On a 2 essais qui ont été rapportés récemment, l'essai Keynote 789 et Checkmate 722, qui sont négatifs. Le fait de faire de l'immuno en plus de la chimio n'améliore pas les résultats par rapport à la chimio seule. Donc, on peut se passer de l'immuno dans cette situation. Ça, c'est la Keynote 789, je passe assez vite. Est-ce qu'on aurait intérêt à faire de l'immuno et un anti-angiogène? C'est un peu ce qui découle de l'étude Empower 150, où vous savez qu'il y avait un sous-groupe dans le bras à 4 drogues, 2 drogues de chimio, bevacizumab, atezolizumab. Ils avaient analysé le sous-groupe des patients mutés EGFR et ALK. Bon, c'était un petit nombre de patients, mais il semblait que ces patients pouvaient bénéficier de cette quadrithérapie. Donc là, une étude coréenne présentée à l'ESMO qui a comparé une chimio classique platine pemetrexed à chimio platine paclitaxel, atezolizumab, bevacizumab, avec une maintenance par atezolizumab et bevacizumab. En survie sans progression, il y a un bénéfice, bon, qui est pas majeur, mais il y a un bénéfice. La médiane passe de 5,6 à 8,5, ça fait un hazard ratio à 0,62, mais en survie globale, l'étude est négative. Donc, est-ce qu'il faut, sachant qu'on n'a pas d'AMM dans cette situation, est-ce que ça vaut la peine de faire ces traitements qui sont potentiellement lourds? Je ne suis pas certain. Autre piste, c'est l'utilisation de l'amivantanab, dont on a déjà parlé, et c'est l'étude Mariposa 2, donc qui s'adresse à des patients stade 4, mutés EGFR, qui progressent après osimertinib, et qui sont randomisés entre une chimiothérapie classique, comme on le fait habituellement, l'amivantanab associé à la chimiothérapie,
ou l'amivantanab et le lazertinib et la chimiothérapie. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Grosse étude. En survie sans progression, on voit le fait que de rajouter de l'amivantanab à la chimiothérapie, ça fait mieux que la chimiothérapie seule. Et le fait de rajouter de l'amivantanab, du lazertinib à la chimiothérapie, ça fait mieux que la chimiothérapie seule. Le bras de référence, c'est la chimiothérapie. Bon, dans un cas, hazard ratio à 0,48, dans l'autre cas, hazard ratio à 0,44. Donc il y a un bénéfice à faire une de ces deux associations. En termes de réponse, c'est très net. On passe de 36 à plus de 60%. Par contre, en termes de tolérance, c'est catastrophe. Enfin, c'est catastrophe. Ça dépend ce qu'on accepte comme tolérance pour les patients. Mais quand on regarde le bras à 3 drogues, amivantanab, lazertinib, chimiothérapie, on a 92% d'événements indésirables de grade au moins 3. Donc ça fait quand même beaucoup. 52% d'événements indésirables sévères, 5% d'événements indésirables entraînant le décès. Donc clairement, le bras à 3 drogues est très toxique. Et visiblement, la politique de Janssen aujourd'hui, c'est d'abandonner ce bras-là et de faire un dossier d'enregistrement pour le bras amivantamab chimiothérapie, qui est probablement celui qui apporte le meilleur rapport efficacité-tolérance. Donc on attend le voilà. Autre façon de faire, c'est d'utiliser un anticorps conjugué. Et notamment, par exemple, le patritumab deruxtecan. Le deruxtecan, c'est un inhibiteur de topoisomérase qu'on associe à un anticorps qui fixe HER3. C'est l'essai RTENA-LUNG01. Là, il a testé 2 posologies chez des patients qui progressent après TKI de première ligne. Je passe rapidement. En termes de toxicité, ça, c'est pas trop mal. On a quand même les toxicités de la chimio, bien que ce soit une chimiothérapie vectorisée. Il y a du deruxtecan qui va se balader et qui va induire des toxicités hématologiques et notamment des thrombopénies. Donc ça, c'est les résultats, en termes de réponse. Vous voyez, on a 29% de réponse chez ces patients. Donc à suivre. Chez les patients qui progressent avec un mécanisme de résistance, on a vu, c'est essentiellement aujourd'hui les patients avec amplification de c-MET. Alors, nous, on a utilisé le crizotinib parce que c'est la seule molécule potentiellement disponible dans le commerce aujourd'hui. Il y a des essais avec le tepotinib, association tepotinib-osimertinib, c'est l'étude INSIGHT-2, qui est une étude de phase 1-2, avec des taux de réponse de 50%. Ce qui est quand même intéressant pour des patients qui progressent après osimertinib en première ligne. Dans les effets secondaires, on a quand même 34% de grade au moins 3 et on retrouve essentiellement les œdèmes et la toxicité hépatique. Donc c'est à suivre. Médiane de survie sans progression 5,6 mois, global presque 18 mois. Peut-être que ça sera une piste pour les patients qui progressent avec une amplification de c-MET. Voilà pour les patients un peu les données nouvelles. Chose qui devient une proportion de patients, une population de patients pour laquelle on avait très peu de possibilités thérapeutiques en dehors de la chimiothérapie, c'est les insertions de l'exon 20. Alors vous savez que jusqu'à présent il y avait des essais de TKI, le mobocertinib et le poziotinib. Ces 2 molécules leur développement est abandonné en raison des toxicités majeures, notamment sur le plan des diarrhées. Et donc là, l'étude Papillon, c'est une étude. Alors on a déjà l'amivantanab en 2e ligne, qui est un inhibiteur à la fois de GFR et de c-MET, toujours le même. Et là, l'étude Papillon, elle s'est adressée à la première ligne. C'est la première ligne de ces patients porteurs d'une mutation de l'exon 20. Aujourd'hui, le traitement de référence en première ligne, c'est la chimio classique platine pémétrexède. Et là, est comparée à la chimio l'association amivantanab chimiothérapie, comme dans Mariposa 2. Je passe sur le... Voilà. Cette étude est positive en survie sans progression en faveur de l'association amivantanab chimiothérapie, assez nettement, avec un hazard ratio à 0,4.
le taux de réponse est nettement augmenté, il n'y a pas de doute. La durée de réponse également. Donc cette étude est positive sur ses critères d'évaluation, son critère d'évaluation principal. Bien sûr, en termes de toxicité, le fait de rajouter de la méventanab à la chimiothérapie rajoute de la toxicité, comme on l'a vu dans Mariposa 2. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est des patients pour lesquels on n'a pas d'autre choix que la chimiothérapie seule en première ligne. Il y a un dépôt de dossier d'enregistrement de la part de Janssen chez les patients porteurs d'une insertion de l'exon 20. Donc, à suivre, peut-être qu'on pourra disposer de l'anticorps prochainement. Donc, c'est une piste, en sachant que de toute façon, les TKI, mobocertinib et poziotinib, leur développement est arrêté. Donc, c'est pour l'instant la seule molécule potentiellement à disposition, peut-être dans un avenir proche, dans les insertions de l'exon 20. Est-ce qu'on en a des insertions de l'exon 20 ? On en a, oui. On en a. C'est pas fréquent, mais on en a. Fusion de RET. Vous savez que jusqu'à présent, alors on avait la possibilité d'avoir des médicaments en accès précoce qui ont été abandonnés. On n'a plus. Donc là, c'est l'essai Libretto qui a comparé le selpercatinib à une chimiothérapie classique. Alors les fusions de RET, c'est pas très fréquent. Je sais pas, c'est moins de 1% des adénocarcinomes. Mais c'est des patients qui se comportent un peu comme les ALK et les ROS, des non-fumeurs, des adénocarcinomes, patients plutôt un peu plus jeunes. Donc là, c'est le selpercatinib en première ligne versus chimio, avec possibilité d'un crossover dans le bras chimio à progression. Étude positive, en survie sans progression. Alors aussi bien chez les patients traités par pembrolizumab, qui ont reçu du pembrolizumab en première ligne, que chez les patients, dans l'ensemble de la population. Vous voyez un hazard ratio à 0,48. Donc une taux de réponse qui est excellent, 83% de taux de réponse dans le bras selpercatinib. On attend toxicité, bien sûr, pas négligeable, notamment sur le plan hépatique, un risque de cytolyse, risque de diarrhée. Donc c'est pas une molécule aussi facile à manipuler que l'osimertinib, mais bon, on a appris aussi à gérer toutes ces toxicités au fil du temps. Donc on attend là aussi qu'il y ait une AMM et un avis de la commission de transparence, etc. On a un essai de phase 3, donc logiquement, il ne devrait pas nous demander de refaire un essai de phase 3. Voilà. Je vous rappelle quelles sont les molécules en accès dérogatoire en France aujourd'hui. Mais il n'y en a pas tant que ça, parce qu'il y en a pas mal qui sont sortis, comme le capmatinib, comme le mobocertinib, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? On a l'amivantanab pour les exons 20 en monothérapie après chimiothérapie, donc en deuxième ligne. Le crizotinib pour les mutations de l'exon 14 de Semet. Voilà. L'adagrasib en compassionnel, puisqu'on n'a plus le sotorasib. Vous savez qu'on n'a plus le droit voilà. Le durvalumab en accès compassionnel en consolidation après radiochimio pour les PD-L1 négatifs. Et le reprotrectinib pour les ROS1. Je crois que l'adagrasib a été temporairement suspendu, il me semble. Peut-être. Pour l'instant, de toute façon, c'était en cadre de prescription compassionnelle. Pas facile à l'obtenir, et il faut que les patients aient reçu 2 lignes. Ouais. Première ligne et taxane en deuxième ligne. Bon. En ce qui concerne les patients sans addiction oncogénique, je vous rappelle l'arbre de décision que vous connaissez tous. Maintenant, on manipule l'immunothérapie soit seule, soit en association avec la chimio chez la grande majorité des patients. Et puis les patients qui ont une addiction oncogénique relèvent d'un traitement par TKI. Ce qui arrive aujourd'hui dans cette catégorie de patients qui est quand même la plus fréquente, c'est les anticorps conjugués et notamment les anticorps anti-TROP2. Vous savez qu'un anticorps conjugué, c'est un anticorps qui va se fixer sur un récepteur spécifique et qui amène une drogue de chimio, qui est la plupart du temps un inhibiteur de topoisomérase, qui va être internalisé dans la cellule et la drogue de chimio va se libérer dans la cellule et aussi sortir de la cellule. Et c'est l'effet bystander, c'est-à-dire qu'il y a un effet direct sur la cellule qui internalise l'anticorps, mais il y a un effet aussi sur les cellules autour,
l'effet bystander, et ça explique aussi pourquoi il y a les toxicités de la chimio. Bon. Là, c'est le datopotamab deruxtecan dans l'essai Tropion. Donc, c'est chez des patients qui ont déjà eu 1 ou 2 lignes de traitement, dont de l'immunothérapie, qui peuvent avoir une anomalie ciblable et qui sont randomisés l'anticorps conjugué versus docétaxel, qui reste, même si il est vieillot et pas très efficace, le traitement de référence de 2e ligne chez ces patients-là. Bon, il y a un bénéfice qui est loin d'être spectaculaire. La médiane passe de 3,7 à 4,4 mois, un hazard ratio à 0,75 à suivre. Et comme je vous le disais, en termes de toxicité, on a quand même des toxicités de la chimio. Il y a un taux de réponse qui est identique dans les 2 bras à 26%, une durée de réponse qui est à peu près identique. Donc, à suivre. Élément intéressant dans cette étude, ils ont différencié épidermoïdes, non épidermoïdes. Chez les épidermoïdes, c'est la courbe de droite, il n'y a pas de bénéfice. Par contre, il semble qu'il y ait un bénéfice plus net, enfin assez net, dans les non-épidermoïdes. Donc peut-être qu'à terme, cette molécule serait restreinte aux non-épidermoïdes. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ces résultats récents, des questions? Sur le chat, il n'y a rien. Hein. Sur le chat, il n'y a rien. Bon, c'est l'heure de la sieste. C'est dimanche, c'est l'heure de la sieste. Ou ils sont peut-être en train de regarder Drucker. Non, c'est drôle. Enfin, je ne sais pas s'il y a toujours Drucker le dimanche après-midi, d'ailleurs. Bon. Juste, si vous avez encore 5 minutes, je ne sais pas où on en est là. Oui, tu as encore 5 minutes, oui. Je voulais juste faire un petit... Oui ? Juste une petite question. Dans Mariposa, ils ont testé amivantamab plus laser versus Est-ce qu'on a des données sur l'association amivantamab plus positive? Non. Et non. Non, parce que alors c'est Janssen qui développe. Pourquoi ils ont utilisé le lasertinib? Parce qu'ils doivent avoir un accord avec. Alors je ne sais pas si c'est eux qui font le lasertinib ou sinon ils doivent avoir un accord avec le laboratoire qui développe le lasertinib. Mais par contre, ils ont eu la bonne idée de mettre un bras osimertinib, un bras lasertinib, et qui valide le fait que le lasertinib fait au moins aussi bien que l'osimertinib. Dans les cancers à petites cellules métastatiques, juste pour vous rappeler qu'aujourd'hui, le traitement de référence, c'est l'association chimio-platine-étoposide immunothérapie avec 2 molécules, la tezolizumab et le durvalumab, suite aux résultats d'Empower 133 et de Caspian. Mais il y a d'autres études qui donnent exactement les mêmes résultats. La Keynote 604 n'est pas considérée comme une étude positive avec le pembrolizumab, mais parce que l'analyse statistique n'est pas faite de la même façon, donc elle n'arrive pas au seuil de positivité. Mais globalement, quand on regarde les résultats de médiane de survie et de pourcentage de patients en vie à 2 ans, c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a 2 études avec des molécules asiatiques qui donnent à peu près les mêmes résultats. Donc ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'il y a une reproductibilité des résultats suivant les études et le type d'anticorps utilisé. On est toujours autour de 20 à 25% de patients en vie à 2 ans. Lorsqu'on rajoute de l'immunothérapie par rapport à 10-11% avec la chimio seule. Bon, ça c'est les résultats de Caspian à 3 ans qui montrent que ce bénéfice se maintient à 3 ans puisqu'on passe de 5,8 à 17,6% de patients en vie. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même, quand on soigne des cancers à petites cellules depuis 40 ans comme nous, finalement c'est quand même bien d'avoir des patients qui sont des longs survivants. C'est avec un petite cellule long survivant, c'est une petite cellule qui dépasse 2 ans, hein, même 18 mois. Donc voilà. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on a validé ce traitement de première ligne, on est content d'avoir accès à l'immunothérapie, on en fait quasiment à presque tous nos patients, même les PS2, même ceux qui ont des corticoïdes, même ceux qui ont des métastases cérébrales. On a quand même pas mal élargi par rapport aux études Princeps. Après, quand les patients progressent, savoir qu'il y a la moitié des patients qui progressent dans les 3 mois qui suivent l'arrêt de la chimio. Donc ça, c'est déjà assez frustrant, alors qu'ils sont sous immunothérapie seule. Et on est rapidement démunis. Et puis, il faut reconnaître que les résultats... Alors, chez les patients dits sensibles, on reprend une chimiothérapie platine-étoposide, avec des résultats parfois intéressants.
Chez les patients qui sont pas sensibles, eh ben, moins de 3 mois, le topotécan, peut pas dire que ça soit miraculeux. Le cave, c'est très toxique. Donc, il y a beaucoup de patients qui ne le supportent pas. La lubinertidine, c'est pas enthousiasmant non plus. Donc, il faut absolument trouver d'autres pistes. Bon, on avait beaucoup d'espoir sur l'anticorps conjugué, le Rovaté, qui a été abandonné pour des raisons de toxicité et un essai de phase 3 négatif. Donc là, on voit arriver un anticorps bispécifique, qui est le tarlatamab. Alors, un anticorps bispécifique parce qu'il va cibler 2 épitopes, un sur la cellule tumorale, DLL3, qui est exprimé dans à peu près 80% des cancers à petites cellules, et CD3 sur le lymphocyte T cytotoxique. Et donc, le fait de rapprocher le lymphocyte et la cellule tumorale peut avoir un effet antitumoral. Donc, ce tarlatamab, dans cet essai Delphi, il a été testé à 2 posologies, soit 100, soit 10 mg, chez des patients qui étaient déjà lourdement traités, puisque c'est des patients qui devaient avoir reçu déjà au moins 2 lignes, dont un doublé à base de platine, bon, plutôt en bon état général, avec des métastases cérébrales possibles. Quand on regarde les patients, et notamment les lignes antérieures, on voit qu'il y a quand même un tiers des patients qui ont eu au moins 3 lignes de traitement antérieur. Les 2 tiers ont eu 2 lignes. Donc, c'est quand même des patients, c'est quand même des patients qui ont déjà été assez lourdement traités. DLL3 est exprimé chez à peu près la presque totalité des patients. Et en taux de réponse, c'est pas si mauvais que ça. Notamment le 10 mg, on est à 40% de réponse objective avec le 10 mg contre 32 pour le 100 mg. En durée de réponse, on a des durées de réponse, des durées de traitement et des durées de réponse qui sont là aussi intéressantes, notamment chez certains patients. Donc, pour l'instant, c'est des résultats qui sont assez préliminaires, mais il y a une étude de phase 3 qui est en cours, et il est possible que cet anticorps bispécifique soit disponible dans les années qui viennent chez les patients porteurs de cancer à petites cellules qui progressent en 2e, 3e ligne. En termes de toxicité, comme avec tous ces anticorps bispécifiques, et ça les hématos connaissent bien parce qu'ils en ont toute une kyrielle, c'est le risque de relargage cytokinique qui est le plus important, à ce qu'on appelle le CRS. Vous voyez qu'on a, alors il y a peu de grade 3, mais il y a quand même la moitié des patients qui font un syndrome de relargage des cytokines de grade 1 à 2. Donc, si un jour on a à la disposition cet anticorps, on va apprendre à gérer les relargages de cytokines comme on a appris à gérer d'autres toxicités qu'on connaissait pas avant. Donc, pour l'instant, c'est la piste dans les petites cellules. Peut-être. Là, on a accès. Non, pour l'instant. Que dans les essais. Oui. C'est que dans les essais actuellement. Les essais, tu dis après 2 lignes. Alors je sais pas je sais pas si c'est en 2e ou 3e ligne, ils doivent différencier patients sensibles, patients non sensibles, etc. Si tu l'as rechallengé, ça considère une 2e ligne. Oui. Voilà. Je sais pas quels sont les critères d'inclusion. Ça, c'est ce qui a été présenté à l'ESMO l'année dernière, donc il y a quelques mois. Mais c'est vrai que par rapport à ce que l'on dispose dans les cancers à petites cellules aujourd'hui en 2e ou 3e ligne, ça paraît assez séduisant. On avait beaucoup d'espoir sur le Rovaté, puis on a été très déçus que l'essai de phase 3 soit négatif. Voilà. C'est quand même des circonstances qu'on a de temps en temps avec des petites cellules, notamment des sujets jeunes qui... Voilà, c'est la Delphi 304, en 2e ligne. Pardon. Voilà, des sujets jeunes qui ont eu déjà plusieurs lignes et on ne sait pas trop que leur donner. Donc on a essayé de faire à peu près un tour le plus complet possible des nouveautés, en sachant que tous les ans, on a des nouveautés maintenant. Et ce qui est surtout susceptible de changer nos pratiques, et notamment le périopératoire, qui est vraiment l'événement, je dirais, majeur de l'année 2023. Voilà. Et puis, moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est ce qui se passe sur les patients mutés EGFR, avec toutes ces stratégies, d'une part en première ligne,
On revient à la chimio chez certains patients, mais bon, ça va nous changer, ça va nous obliger à changer un peu notre conception, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est bien connu. Parce que depuis plus de 10 ans, on a tellement l'habitude de prescrire un comprimé par jour, et c'est vrai qu'avec l'osimertinib, c'est tellement simple et c'est tellement bien supporté. Et puis quand on voit les patients à 2 mois en réponse majeure, c'est vrai qu'on n'a pas envie de les embêter avec autre chose. Mais peut-être qu'il y a un groupe de patients pour lesquels il faudrait faire chimio-osi ou amivantamab, lazertinib. Toujours pareil, il faudra identifier. Il y a aussi les patients qui ont des comutations. On sait que les patients qui ont par exemple des mutations de TP53 ou de PI3 kinase sont des patients qui ont un pronostic qui est moins bon, et en tout cas qui ont des durées de réponse qui sont moins bonnes que sous osimertinib seul. Donc peut-être que ces patients... Tu m'enlèves ma question. Tu vois, je t'avais préparé cette question. Et puis, à progression, je pense que c'est aussi intéressant de voir quelles sont toutes les pistes et les nouvelles molécules, les nouveaux anticorps qui peuvent être chez ces patients, qu'on a envie de mener le plus longtemps possible, parce que on finit par s'y attacher à ces patients qui vivent plusieurs années. Oui. Bien. Des questions ? Non ? Des choses, des points particuliers ? N'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Pierre, c'est une très belle présentation, très dense, très dense je trouve. Merci. Et je crois qu'elle sera sur le site, hein, donc on pourra merci à vous d'être venu le dimanche après-midi. Bah, oui. Plutôt que parce qu'en plus le temps permet d'aller se balader, donc bon, des fois à Lille il pleut ou il fait très gris, donc on n'a pas envie d'aller faire autre chose, mais voilà. Merci.